conférence qui est proposée par l'Université d'Angers dans le cadre du mois du genre. Donc, Mickaël Dinomé, moi je suis PUPH de médecine physique et d'adaptation à l'Université d'Angers. Et on a la chance d'accueillir Charlotte Puiseux, qui est psychologue, clinicienne, docteur en philosophie et qui a donc écrit le livre De chair et de fer, qui est donc ici présente avec nous. Et j'ai la chance aussi de co-animer avec Elisa, qui est de Radio Campus, pour qu'on puisse animer ce débat autour de cette question du validisme et peut-être un peu plus largement. Et donc je vous propose déjà, Elisa, de vous présenter, ensuite Madame Puiseux, puis on démarrera avec nos questions. Ce que je tiens surtout à préciser, c'est que c'est un débat qu'on souhaite interactif avec la salle, et que donc si jamais au moment où des choses sont dites et des questions vous arrivent, n'hésitez pas à nous interpeller, je pourrais me déplacer avec le micro. Et ce que je peux vous dire aussi, c'est qu'on est actuellement en direct sur YouTube et les compteurs nous indiquent énormément de connexions. Donc vous avez une chance inouïe, c'est d'être en prêt. Je commence ? Ok. Bon, bonsoir tout le monde. Je viens d'apprendre à l'instant que j'allais participer à ce débat. Donc moi, c'est Elisa et je suis en service civique à Radio Campus Angers. Et j'ai eu la chance d'avoir Charlotte Puiseux juste avant en interview. Et voilà, on va essayer de revenir un peu sur tous les sujets, peut-être pas tous, mais certains sujets qu'on a abordés juste avant. Voilà, vous pourrez réécouter ensuite aussi l'interview qu'on a fait. Bonsoir, donc moi c'est Charlotte Puiseux. Du coup, je suis donc docteur en philosophie, psychologue. Bon, même si j'ai arrêté un peu cette activité pour me concentrer justement sur mes recherches et l'écriture de livres, notamment celui dont on va parler ce soir, De chair et de fer, vivre et lutter dans une société validiste. Et je suis militante anti-validiste, anti-féministe, notamment au sein du collectif Les Dévalideuses, dont je parlerai tout à l'heure plus en détail. Merci. Je vous propose, Elisa, de poser votre première question. Alors, donc, avant toute chose, il nous semblait important de revenir sur le terme central de tout cet essai, qui est le validisme. On peut trouver une longue définition sur le site de l'Université d'Angers, mais j'ai choisi seulement une partie que vous pourrez compléter. Le validisme classe et hiérarchise la diversité corporelle, tout en estimant que les êtres sont incomplets, défaillants ou à réparer, que leurs vies sont intrinsèquement peu désirables. C'est bien ça ? Oui, c'est une définition assez correcte à mon sens. Le validisme, c'est en effet un système qui classe les individus en deux catégories, à savoir les personnes handicapées et les personnes valides. Donc d'après tout un tas de normes, notamment médicales, avec des tests assez concrets, des scores à atteindre, des exercices précis à réaliser, qui vont donc ensuite, selon que la réalisation est correcte ou non, définir dans quelle catégorie entre l'individu en question. Mais après, ce qui me semble essentiel, c'est que ça ne s'arrête pas là. C'est que classer les individus en deux catégories de façon informationnelle, ça peut être une chose, mais le validisme, ça va bien au-delà, c'est que ça hiérarchise ces catégories, c'est-à-dire que ça met au-dessus la catégorie des personnes valides vis-à-vis de la catégorie des personnes handicapées, et du coup, ça engendre tout un tas de pensées autour du fait que la vie des personnes handicapées vaut moins la peine d'être vécue que celle des personnes valides, qu'elle a moins de valeur. C'est vraiment pour moi le cœur du validisme, c'est cette hiérarchisation qui est effectuée et qu'on a toutes et tous intériorisée. Encore une fois, je dis, même les personnes handicapées, même moi j'ai intériorisé cette hiérarchisation. C'est vraiment quelque chose dans laquelle
on est, on vit, on meurt, comme je dis toujours. C'est ce qu'on appelle en philosophie un idéal régulateur, au même titre que d'autres, comme l'hétérosexualité par exemple, puisque bon, la notion d'idéal régulateur est assez inspirée du mouvement queer, où justement ça a beaucoup fait référence à l'hétérosexualité, mais la validité en est un aussi, et l'idée c'est vraiment voilà, que c'est quelque chose qui nous façonne depuis la naissance, et tout le monde, y compris les personnes handicapées. Donc après, il faut déconstruire cet idéal régulateur, mais ce n'est pas toujours évident. On n'en est pas toutes et tous au même niveau. Voilà, on n'a pas toutes et tous les mêmes informations, les mêmes possibilités de déconstruction. Mais voilà, c'est un idéal régulateur qui nous nourrit dès le plus jeune âge. Et puis aussi, ce qui est important pour moi dans la notion de système validiste, c'est la question de système, qui veut dire que ça touche toutes les sphères de la vie sociale. Donc on ne parle pas d'une sphère en particulier, mais vraiment de l'ensemble des activités sociales voilà, qui font la vie quotidienne des individus. Donc ça peut être l'éducation, le travail, l'amour, l'amitié, les loisirs, la médecine, enfin vraiment tout ce qui fait notre vie sociale est impacté par le système validiste. J'ai une question sur la sphère médicale, parce que par rapport à votre exposé là sur le validisme, vous parlez des tests qui semblent être très caractéristiques du monde médical et de la question de la norme. Pour vous, ces normes, ces tests ne sont pas du tout utiles ? Utiles, je dirais qu'ils sont sous-tendus par une vision validiste, parce qu'encore une fois, on vit dans un idéal régulateur qu'est la validité et cette idée de hiérarchisation qui en découle. Mais je pense que ce qui est encore plus important, c'est d'avoir conscience que ces tests et les résultats qui en découlent sont aussi une construction sociale. C'est-à-dire que si on change de pays, si on change d'époque aussi, en fait, les tests ne vont pas être les mêmes, les résultats attendus ne vont pas être les mêmes, et les résultats qui vont en être tirés ne vont pas être les mêmes. Donc en fait, pour moi, c'est ça le gros problème, c'est que les résultats de ces tests sont souvent socialement considérés comme universels, comme intangibles, comme étant la vérité ultime, alors qu'en fait, ce sont des constructions sociales, et on peut le voir que c'est différent d'un pays à un autre et d'une époque à une autre, pardon, et que ces considérations, ces normes, ces tests, ces résultats qui en découlent sont le fruit d'une construction sociale. En vous lisant, on peut comprendre aussi qu'on subit le validisme ponctuellement, ou alors de manière plus ou moins durable, ou en permanence. En fait, on peut aussi être victime de ce validisme sans pour autant être une personne en situation de handicap. Encore une fois, on voit bien qu'il y a une vraie forme de hiérarchisation. Et la question que je vous avais posée, c'était, par exemple, si on a un handicap visible, est-ce qu'on va être plus souvent victime ? Et je vous avais demandé aussi, par exemple, dans le cas où il n'y a pas de handicap, est-ce qu'on pourrait dire que la grossophobie, par exemple, rentre aussi dans ce système validiste ? Alors oui, du coup, la grossophobie, pour moi, c'est une continuité, parce qu'il y a des questions qui sont vraiment très liées à la question du validisme. En effet, sur la question des normes, de la bonne santé, de la mauvaise santé. Enfin voilà, il y a vraiment des continuités au niveau des concepts et des idées qui font lien. Après, il n'y a pas que avec la grossophobie. On parlait aussi du féminisme, avec la place spécifique, on y reviendra, je pense, des personnes assignées femmes handicapées qui, du coup, subissent à la fois le sexisme et le validisme, et qui, du coup, fait que ça change leur vécu. En fait, voilà, ce ne sera forcément pas le même vécu qu'un homme handicapé ou qu'une femme valide. Voilà, et du coup, oui, il y a beaucoup de connexions à faire avec d'autres systèmes de lutte. Et le validisme, encore une fois, pour moi, ce système, il oppose les personnes handicapées et les personnes valides. Parce que ça, c'est un argument que j'entends des fois, en fait, c'est en tant que militante, on nous reproche d'opposer justement les personnes handicapées et les personnes valides. Alors moi, je dis que pas du tout. Je dis que c'est le système validiste qui nous oppose et qui, justement, dans sa construction validiste, nous fait croire
justement que quand on est handicapé, on n'est pas valide, et que quand on est valide, on est forcément pas handicapé, et qu'il y a comme ça une opposition frontale qui se fait et qui a beaucoup de conséquences après, voilà, de rejet, etc. Mais que justement, moi en tout cas, en tant que chercheuse et militante antivalidiste, j'ai pas mal travaillé sur cette déconstruction des binarismes, comme on appelle ça en philosophie, en expliquant que en fait, le handicap et la validité, ils travaillaient ensemble. Ça pouvait être chez une même personne au cours de sa vie. Voilà, il pouvait être valide à un moment, devenir handicapé, puis ensuite être un peu moins handicapé, un peu plus valide, et puis finalement redevenir plus handicapé. Donc en fait, il y avait comme ça des identités qui travaillaient ensemble. Et puis aussi, en fait, je pense notamment aux personnes qui ont des handicaps invisibles. C'est souvent l'exemple que je donne parce que je trouve que c'est assez parlant, justement. C'est que c'est des personnes, en fait, qui paraissent valides parce que, justement, aux yeux de la société, elles ne correspondent pas aux normes, aux critères de ce qui est attendu d'une personne handicapée. Mais en même temps, elles ont un handicap, voilà, elles ont des réelles difficultés, elles ont des réels besoins aussi liés à leur situation spécifique. Mais du coup, voilà, c'est des personnes chez qui cohabitent à la fois le handicap et la validité. Et du coup, ça entraîne des conséquences validistes qui sont certes différentes que celles que peuvent vivre des personnes qui ont des handicaps pour le coup visibles, mais qui font aussi totalement partie du système validiste. Et Charlotte, justement, le handicap invisible, alors dans nos pratiques, nous, de médecins, les victimes de traumatisme crânien qui ensuite ont des troubles cognitifs disent bien ce que vous dites entre, voilà, pour les gens, je suis valide, entre guillemets, mais je le suis pas. Et avant d'aller un peu plus loin, je pense qu'il y a une notion, on vient de définir le validisme, et votre notion à vous du handicap, qu'est-ce qu'elle est? Parce que je viens de vous parler des normes et je vois bien que ça peut poser souci, en tout cas, et d'évoluer plutôt dans une forme de continuum. Mais si nous, on devait vous poser la question, à vous, qu'est-ce que le handicap? Alors honnêtement, c'est une question qui, au final, m'a à la fois beaucoup habité, notamment au début de ma thèse, parce que justement, en tant que philosophe aussi, je voulais savoir qu'est-ce que je mettais dans les mots que j'utilisais. Mais en fait, plus j'ai avancé, et notamment aujourd'hui, pour moi, le terme handicap, il est limite en fait pas très intéressant en soi. Et je trouve il est beaucoup plus intéressant de parler de validisme, justement. Alors, certes, c'est un mot qui est encore très peu connu. Et du coup, quand on parle de validisme, pour la plupart des gens, elles ne voient pas de quoi on parle. Ça ne fait pas du tout référence aux questions de validité, handicap. On ne sait pas trop de quoi on parle. Mais à mon sens, la vraie conversation qu'on doit avoir au niveau social et politique, c'est ça. C'est quoi le système validiste? C'est quoi le validisme? Comment on fait pour les détruire, évidemment? Alors, le validisme engendre qu'on parle en effet de personnes handicapées et de personnes valides. Donc là, j'ai envie de dire, on reprend la loi. Moi, c'est ce que j'ai fait dans ma thèse. Quand il a fallu, par nécessité, parler de personnes handicapées, je me suis appuyée sur la loi de 2005 et la définition qu'elle en fait, parce que c'est aujourd'hui législativement parlant ce sur quoi on s'appuie, ce qui fait que dans une société, on va toutes et tous se comprendre plus ou moins sur ce qu'est une personne handicapée, mais en gardant, comme on l'a dit tout à l'heure, en tête que c'est qu'une loi d'un pays donné, d'une époque donnée, que voilà, ça peut être amené à changer, ça l'a déjà été. C'est pas pareil dans d'autres pays, et que en fait, ça sert juste, entre guillemets, à comprendre le système validiste, en fait. Voilà, qui sont ces personnes sur qui le système validiste va s'appliquer. Et on parlait aussi de la violence la violence de ce système-là. Vous dites en 2019 dans un podcast qu'on vous fait comprendre que vous êtes monstrueuse. Et voilà, tout à l'heure, quand je vous ai posé la question, vous me disiez qu'il y a plusieurs degrés de violence à ce validisme. Oui, le validisme, c'est très large. C'est bon, je pense, comme beaucoup de systèmes de domination, ça peut être
Ça peut être très très violent évidemment, mais ça peut être aussi, on parle de validisme bienveillant. Donc voilà, comme on disait, par exemple, le fait de vouloir aider une personne handicapée alors qu'elle ne le demande pas, voire même qu'elle dit explicitement qu'elle refuse l'aide et que la personne en face va quand même insister, voire des fois va avoir une attitude physique un peu oppressive en fait pour inciter la personne à accepter son aide, par exemple pousser son fauteuil roulant contre son gré ou lui prendre le bras par exemple pour une personne qui a un handicap visuel. Enfin voilà, donc ça c'est... on parle de handicap, de validisme bienveillant, parce qu'on part du principe que ça ne part pas d'une mauvaise intention, mais c'est reçu de façon violente chez les personnes handicapées. Mais après, voilà, il y a toute une gamme de validisme, et comme je disais, ça peut aller jusqu'à l'extrême violence, qui est tout simplement, j'ai envie de dire, entre guillemets, la mort. On parlait tout à l'heure du fait que la vie des personnes handicapées avait moins de valeur que la vie des personnes valides, donc ça engendre évidemment, on l'a vu notamment pendant le Covid, le fait que les personnes handicapées devaient laisser leur place dans les systèmes de réanimation au vu de grilles voilà, de capacité. Si les personnes n'avaient pas telle ou telle capacité, elles n'étaient pas acceptées en service de réanimation. Et voilà, nous, par exemple, comme je vous expliquais, on a développé avec une autre militante en situation de handicap qui s'appelle Caracan, l'Handitech, où notre but, c'est de regrouper toutes les informations autour des luttes antivalidistes, autour des personnalités aussi militantes en situation de handicap. Et on a fait une fiche récemment sur le concept d'handicide, parce qu'il y a quelques semaines, il y a eu un énième cas d'handicide, non loin de là, d'ailleurs à Nantes, et on s'est dit que c'était l'occasion justement de parler de ça, quoi, du fait que la vie des personnes handicapées, encore une fois, avait moins de valeur que la vie des personnes valides, et que ça s'inscrivait pleinement dans le système validiste. J'ai une question qui, à mon avis, est importante sur ce que vous dites sur le validisme bienveillant, parce que des fois, alors moi qui suis enseignant pour les étudiants en santé, les étudiants, je pense que tout le monde sait qu'il y a un problème d'accès aux soins des personnes en situation de handicap, que une des problématiques, c'est pas tant l'accès physique, c'est aussi les barrières dans les têtes des gens, et aussi bien des soignants, que aussi bien parfois des patients. Et la question notamment de comment je suis en tant que soignant avec une personne en situation de handicap, la notion de validisme bienveillant, c'est parfois confusant, si ça se dit, ou confusiogène pour nos étudiants, parce qu'ils se disent, à un moment, j'arrive pas à me situer dans ce que vous disiez tout à l'heure. Est-ce que je pousse le fauteuil? Est-ce que je tends le bras ou pas? Comment ça va être pris par la personne? Et ça, c'est des éléments, je pense, importants, que ce que vous explicitez très bien sur... on a l'impression que ça part d'un bon sentiment ou d'une bonne intention, et en fait, c'est mal perçu par soit les militants, soit les personnes. Et vous, par rapport à cette notion-là de validisme bienveillant, comment vous positionnez les gens qui n'auraient pas de situation de handicap en spécifique, mais qui prennent soin? Après, moi, je pense que la base, c'est déjà de demander aux personnes si elles veulent être aidées. Parce que, bon, je sais pas, ça me paraît un peu la base pour, si on veut aider une personne, c'est lui demander son consentement, en fait, tout simplement. Et dans la médecine... Bon, moi, je parle du point de vue des patientes, mais c'est souvent ce que j'ai ressenti, c'est justement, on me demandait pas mon avis, en fait, sur tout un tas de choses, et que quand je parle de la relation patiente-médecin, parce que j'ai quand même souvent des médecins ou du personnel soignant qui m'interrogent et voilà, qui me posent des questions. Encore il y a quelques jours, j'avais une étudiante en médecine qui m'avait envoyé un message sur Instagram pour me demander justement si elle pouvait me poser des questions parce que ça l'interrogeait d'avoir lu mon livre sur son parcours et tout. Et justement, elle me demandait ça, elle me demandait comment faire pour être une meilleure soignante. Donc moi, je lui ai dit, déjà, je pense que la base, c'est d'écouter ses patients et ses patientes. Après, avoir conscience du validisme, comme je le disais tout à l'heure, parce qu'on est toutes et tous impactés par ce validisme. Donc déjà, avoir conscience
qu'on a ce privilège de personne valide et que du coup on est face à une personne voilà, qui n'a pas ce privilège et qui est impactée par le système validiste avec de réelles conséquences sur son état de santé aussi, parce que le validisme il a des réels impacts aussi sur l'état de santé et l'état psychique des personnes. Donc déjà avoir conscience de ça, et puis encore une fois, je pense que les relations patientes-médecins, elles doivent se faire le co-travail en fait, c'est-à-dire il n'y a pas le médecin qui sait tout et qui impose son savoir à la patiente ou le patient. Il doit y avoir un espace en fait pour travailler ensemble, écouter aussi l'expertise de la patiente ou du patient qui connaît son corps, qui connaît sa réalité à lui ou à elle physiologique, et travailler en binôme avec le médecin. Oui, est-ce que, comme on est écouté par des milliers d'étudiants probablement, je pense que ce que vous dites est absolument essentiel sur le fait que, en fait, il faut demander aussi de savoir de quoi on a besoin, et comme tout un chacun. Je pense que c'est important et que ça doit être le plus simple possible, en fait. Pour revenir sur vos travaux, vous adoptez aussi ce qu'on pourrait appeler une démarche intersectionnelle. Alors, vous allez me corriger, vu que vous l'avez déjà fait tout à l'heure, mais je vous laisserai le refaire. Et cette démarche-là, ce serait en fait dire qu'il y a différentes formes d'oppression qui s'additionnent et qui se renforcent mutuellement. Ça voudrait dire par exemple qu'être une femme en situation de handicap et queer, ce serait subir le sexisme, plus le validisme, plus la LGBTophobie, tout ça à la fois. Est-ce que c'est un peu ça ? Oui, donc je vais juste faire une petite précision parce que c'est très important à mon sens. Le concept d'intersectionnalité, il a été créé par des féministes noires états-uniennes pour parler de leur vécu spécifique au croisé du sexisme et du racisme. Donc en fait, le mot intersectionnalité, il est totalement lié aux questions de lutte antiraciste. Donc c'est vrai que quand on n'aborde pas ces questions, ce qui est mon cas par exemple, voilà, moi je ne suis pas concernée par... je ne suis pas une personne racisée, donc quand je parle de mon expérience, je parle notamment de mon vécu de personnes, femmes en situation de handicap et donc du sexisme, du validisme que je peux vivre. Mais du coup, je ne parle pas d'intersectionnalité. Je parle plutôt de croisement des oppressions. Parce qu'évidemment, l'intersectionnalité, c'est un concept génial et qui a amené tout un champ de réflexion immense. Donc oui, forcément, on s'inspire de ce concept. Mais c'est important de redonner ce concept à qui il a créé, à savoir aux féministes donc noires états-uniennes, et que du coup, notamment Kimberly Crenshaw, qui l'a théorisé, et qui du coup est intrinsèquement lié aux questions de système raciste et des questions antiracistes. Voilà, et du coup, oui... Par rapport au fait que, par exemple, être une femme handicapée, c'est, on va dire, deux formes de discrimination qui s'additionnent, qui en créent encore plus. Oui, forcément, comme on disait, les féministes noires états-uniennes ont expliqué en créant le concept d'intersectionnalité qu'elles ne se sentaient ni comprises dans les mouvements antiracistes parce que femmes, et du coup, les questions féministes n'étaient pas abordées, mais qu'elles ne se sentaient pas non plus comprises dans les mouvements féministes parce que tenues par des femmes blanches. Donc cette idée-là, forcément, il a fait plein d'échos, et y compris chez les personnes assignées femmes handicapées, qui ont... moi je l'ai fait, j'ai repris cette phrase. Clairement, on ne se sent pas non comprise dans les mouvements antivalidistes parce que, en tant que personne assignée femme, on n'évoque pas les questions sexistes. Mais à l'inverse, dans les mouvements féministes, on n'est pas non plus comprise parce qu'on n'évoque pas les questions antivalidistes. Et du coup, notre place, elle est vraiment spécifique au croisement de ces deux systèmes de domination que sont le validisme et le sexisme. Et du coup, ça engendre, tout un tas de vécus vraiment spécifiques. Et bon, je ne sais pas si on en parle tout de suite ou... si, parce qu'après, il y a la question des violences sexuelles qui est assez emblématique. Donc je pense qu'on va revenir dessus. Oui, mais vous pouvez l'aborder maintenant si vous voulez. Parce que c'est une question essentielle. Essentielle, oui. Et puis ça montre avec une extrême violence
à quel point le sexisme et le validisme travaillent ensemble, en fait. Parce que les femmes, donc du coup, les personnes assignées femmes, on dit, sont les premières victimes d'après des enquêtes, diverses enquêtes menées, y compris par l'État, des enquêtes pas forcément militantes, sont les premières victimes de ces violences. Et pourtant, dans les campagnes de lutte contre les violences sexuelles, on n'en parle pas. Le mouvement féministe ne s'est pas emparé de cette question spécifique, justement, parce qu'en fait, il y a vraiment il faut comprendre le validisme, en fait, quand même, pour comprendre cette situation. On ne peut pas juste en parler du point de vue féministe, mais à l'inverse, il faut aussi comprendre le féminisme pour en parler, parce que ces personnes assignées femmes handicapées, elles sont victimes de ces violences, parce que le système sexiste et validiste met en place tout un tas de dominations au croisé de ces deux systèmes. Donc après, je ne sais pas si je développe maintenant. Mais si, juste pour rebondir sur ce que vous dites sur cet élément-là, il y a sur les campagnes qui ont été faites, il y a aussi, je pense que vous savez, les personnes assignées femmes en situation de handicap qui ont aussi une santé sexuelle gynécologique qui fait que par défaut de prévention et par défaut de politique qui s'intéresse à ces deux questions, alors je le dis pour la communauté, c'est les femmes en situation de handicap ont 2 à 3 fois plus de risques de mourir d'un cancer gynécologique par défaut d'accès aux soins et défaut de prévention notamment. Et c'est bien ce que vous dites, parce que il y a déjà deux difficultés pour les gens à le conceptualiser, que les réponses, elles ne sont pas forcément les bonnes de ce fait-là. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut que vous puissiez développer maintenant sur cette question importante. Oui, carrément. Mais là, juste pour rebondir sur ce que vous dites, moi, j'ai travaillé, quand j'étais étudiante en psycho, à l'Institut Mutualisme Montsouris à Paris, où Béatrice Idiarchamois, qui est une sage-femme en situation de handicap moteur elle-même, a ouvert la première consultation gynéco-obstétrique à destination des femmes handicapées. Et du coup, en fait, ça a été une révolution. Et elle-même m'expliquait à quel point il y avait un vide énorme sur ces questions-là, que les femmes en situation de handicap n'étaient pas suivies au niveau gynécologique et encore moins après au niveau obstétrique pour celles qui veulent devenir maman. Mais voilà, donc du coup, elle a ouvert la première consultation en France sur ces questions. Ça s'est développé un petit peu depuis. Mais c'est vrai que voilà, c'est un exemple en effet de la double peine sexiste, validiste. Après, pour revenir sur la question des violences, qui est une autre double peine, elle est expliquée par plusieurs phénomènes. Je pense que je ne pourrais même pas tous les expliquer, mais pour ce que j'ai pu étudier, ce que je peux vous dire, c'est déjà, pour moi, il y a la question de la mésestime de soi, c'est-à-dire qu'on parle souvent de vulnérabilité, mais en fait, on associe cette vulnérabilité à une essence de la personne, c'est-à-dire par essence, elle serait vulnérable, alors qu'à mon sens, cette vulnérabilité, elle est pour beaucoup construite socialement. Je m'explique, c'est que ces femmes, on les met socialement dans une position de vulnérabilité en ne leur donnant pas d'accès aux formations à la sexualité, notamment à l'apprentissage du consentement. C'est quelque chose qui revient beaucoup, notamment par exemple chez les femmes qui ont des handicaps intellectuels, psychiques, où la question du consentement peut être assez floue et où on ne leur explique pas du tout ce que c'est que le consentement. On ne leur explique pas qu'elles ont le droit de dire non, on ne leur explique pas qu'elles ont le droit de ne pas être d'accord et qu'elles ont le droit de dénoncer aussi ce qui leur est fait. Donc cette éducation à la sexualité, elle est très manquante, notamment aussi dans les institutions spécialisées qui sont une cause antivalidiste importante, peut-être une des grandes causes actuellement. Ces institutions spécialisées, non seulement, souvent, elles n'offrent pas d'éducation à la sexualité, elles ont plutôt tendance souvent à interdire même les rapports sexuels entre résidentes. Mais il y a aussi un autre phénomène, c'est que ces institutions spécialisées, elles sont assez fermées sur elles-mêmes. Donc en fait, il se passe beaucoup de choses dans ces institutions spécialisées, et ce n'est pas
moi, petite militante anti-validiste qui le dit, ça a été prouvé par de multiples enquêtes, où il y a un taux de violence sexuelle notamment très importante, parce que ce sont des lieux clos, des lieux fermés sur eux-mêmes, où il y a peu de contrôle et où, du coup, c'est un terrain assez propice à ce genre de violence. Voilà, et du coup, voilà, tous ces phénomènes et bien d'autres encore expliquent que les personnes assises et femmes handicapées se retrouvent comme ça à subir et à la fois le sexisme et le validisme. Et par rapport à cette question, et ça fait rebondir sur la notion alors d'intersectionnalité, même si c'est un terme qui est plutôt historique, comme vous l'avez dit, et pour quelque chose de très précis, mais dans votre bouche, on entend handicap, femmes en situation de handicap. Ce que vous dites bien sur le consentement, c'est qu'il y a aussi des questions différentes entre une femme qui aurait un handicap mental, cognitif, sur la notion même du consentement. Il n'empêche qu'il y a le consentement et l'information à donner, ainsi de suite. Mais est-ce que, entre guillemets, alors je sais que vous ne voulez pas utiliser ce terme, mais entre guillemets, le fourre-tout du mot handicap, qui ne devrait pas être utilisé selon vous, mais ce que je veux dire, c'est est-ce que les différentes situations de handicap cognitif, mental, physique, moteur, et pas aussi, entre guillemets, une question intersectionnelle, si ça se dirait, du handicap, parce que la réponse n'est pas non plus la même, en fait. Moi, je pense qu'il y a un continuum entre tous les handicaps. Qu'il y a un continuum, oui, mais qu'il y ait des réponses différentes. C'est une question que je vous pose entre une personne qui a un handicap mental assez important par rapport à une personne qui a un handicap moteur sans handicap mental. Est-ce que ça complexifie pas, entre guillemets, vos activités de militants ou de défenseurs ou de choses comme ça, parce que c'est peut-être pas totalement les mêmes dispositifs ou les mêmes réponses à chaque fois? Moi, je pense que, oui, c'est vrai que c'est parfois, ça complique un peu la situation, c'est vrai. On le voit d'ailleurs au sein du mouvement antivalidiste, qu'il y a peu de militantes, par exemple, qui ont des handicaps intellectuels, ou voilà, après, il y a le mouvement anti-psychiatrie aussi qui est très lié aux questions antivalidistes aussi, sur les questions de handicap psychique, justement. Mais c'est vrai, par exemple, que quand même, le mouvement antivalidiste connu, les militants connus antivalidistes sont majoritairement des personnes qui ont des handicaps moteurs ou sensoriels. C'est vrai que du coup, il y a un fossé comme ça qui se crée indéniablement. Après, moi, je milite justement pour qu'il y ait le moins de fossé possible, parce que, encore une fois, je pense qu'il y a un continuum entre tout type de handicap et que c'est vraiment important de penser ça de façon globale, parce qu'on parlait tout à l'heure, par exemple, des réponses à apporter sur la question du consentement. Même des personnes qui ont des handicaps moteurs et qui peuvent vivre, par exemple, hors des institutions spécialisées, elles grandissent aussi. On en parlait justement avec Elisa. Dans une société, comme on disait, qui leur inculque dès le plus jeune âge qu'elles ne sont pas désirables, qu'elles sont monstrueuses, voilà, que leur corps n'est pas aimable. Donc en fait, même ces personnes-là, voilà, et même, j'ai envie de dire même moi, qui est pourtant aujourd'hui, voilà, j'ai fait des études universitaires, j'ai jamais été en institution spécialisée, j'ai intériorisé aussi ce genre de discours. Et en fait, ça mène à quoi? Ça mène au fait que beaucoup de femmes en situation de handicap, donc encore une fois un moteur, qui vivent pas dans les institutions spécialisées, se disent quand une personne s'intéresse à moi, je ne vais pas la rejeter. Donc en fait, je vais accepter qu'elle s'intéresse à moi, que du coup elle m'impose certaines choses. Voilà, et souvent on entend aussi, il y a eu des enquêtes pareilles qui ont été faites à ce sujet, c'est que quand une personne handicapée dit là il s'est peut-être passé un truc sur lequel j'étais pas d'accord, on pourrait peut-être dire que j'ai été violée, on va lui dire mais non, t'es sûr, cette personne elle s'est intéressée à toi alors que personne ne s'intéresse à toi. Donc ça va être le discours familial, ça peut même être le discours de la police. Il y a eu des témoignages qui ont été dans ce sens-là. Et puis des fois c'est tout simplement la personne handicapée qui intériorise elle-même ce discours et qui va dire mais non, arrête de dire ça, estime-toi heureuse qu'une personne se soit intéressée à toi. Moi, je parlais des fois du concept de violeur bienfaiteur, parce que c'est ça en fait, c'est qu'on transforme un acte de viol en quelque chose en une action bienveillante.
oui, mais comme je disais, oui, mais il s'est intéressé à toi. Tu devrais t'estimer heureuse parce que personne d'habitude s'intéresse à toi et lui, il l'a fait. Alors qu'en fait, non, il a violé cette personne. Mais on ne va plus parler de viol, on va parler de bonnes actions. Voilà, c'est tout ça, quoi. Charlotte, moi, quand je suis venue vers vous, c'était d'abord pour vous interroger sur votre, enfin pas sur votre rapport, mais sur le rapport à l'amour et les expériences diverses, les relations amoureuses et éventuellement sexuelles que peuvent avoir les personnes en situation de handicap. Le validisme va entraver ce qu'ils jugent comme les mauvais corps à de nombreux niveaux, donc travail, logement, loisirs. Pour ce qui est des relations amoureuses, je vous ai déjà posé la question, vous l'avez un petit peu abordé. Le validisme est un obstacle. En quoi le validisme est-il un obstacle? Mais vous y avez un peu répondu déjà. Mais après, comme on disait, il y a plusieurs niveaux, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que là, on parle d'amour. Donc l'amour, pour moi, ça englobe la sexualité, mais pas que. Ça englobe aussi la projection de vie à deux, la projection éventuellement de fonder une famille. Donc pour le coup, les femmes handicapées sont encore plus impactées par ce rejet parce que, encore une fois, le sexisme oblige, elles vont être de mauvaises candidates au rôle d'épouse et de mère, puisque c'est encore majoritairement les femmes qui s'occupent des enfants, voilà, et de leur mari dans les couples. Donc quand ta femme est en situation de handicap, ça va paraître très difficile, voire impossible qu'elle assume ces rôles-là. Donc voilà, donc du coup, il y a un rejet des femmes handicapées de la sphère de l'amour, au sens large. Après, on avait évoqué la question un peu plus précise de la sexualité, où j'expliquais que les femmes en situation de handicap pouvaient faire l'objet d'un certain fétichisme qu'on appelle le dévotisme. Donc les dévots, c'est souvent des hommes valides qui vont rechercher une expérience sexuelle avec une femme handicapée, voilà, comme du fétichisme, parce que ça leur procure du plaisir. Et du coup, c'est notamment par exemple dans le cas du travail du sexe, parce qu'on s'est aperçu que pas mal de femmes en situation de handicap exerçaient le travail du sexe, parce que c'est un travail qui leur permet de sortir de la précarité au vu de la situation sociale et économique des personnes handicapées, avec souvent, rappelons-le, une allocation adulte handicapé en dessous du seuil de pauvreté. Donc voilà, pour des raisons économiques, elles pratiquent ce travail. Et du coup, là, pour le coup, c'est du coup leur premier client, j'ai envie de dire. Donc ça peut aussi être chez certaines personnes, y compris chez les femmes en situation de handicap, vu de façon plutôt positive, car source de revenus. Mais voilà, c'est deux thèmes un peu différents du coup. Et dans votre ouvrage, vous avez un chapitre qui s'appelle... Ah, vous souhaitez. Vous avez un chapitre qui s'appelle « Queeriser le handicap ». Alors, c'est peut-être le moment de parler du terme « CRIP », qui à l'origine signifie estropié, infirme, mais qui a été réapproprié dans les sphères militantes. En quoi ce prisme-là, il est pertinent pour vous dans votre travail? Alors le mot creep, comme je disais, moi je l'ai découvert en faisant ma thèse. C'est-à-dire que je ne suis pas partie en me disant je vais faire une thèse sur le creep, puisque je ne connaissais pas. Donc mon idée c'était de parler de comment les personnes handicapées pouvaient justement casser les normes, aider à repenser une société plus juste. Je m'intéressais notamment aux questions anticapitalistes, voilà, parce que pour moi le capitalisme, c'est un peu aussi un socle, surtout qui lie un peu tous les systèmes d'oppression. Et du coup, pendant mes recherches, j'ai découvert en effet le mouvement CRIP, qui s'est développé notamment outre-Atlantique, aux États-Unis par exemple. Et c'est vrai que pour moi, ça a été hyper intéressant parce qu'en fait, donc le CRIP, c'est des personnes en situation de handicap queer qui du coup repensent des concepts plutôt queer à la base, comme on parlait tout à l'heure d'idéal régulateur, mais il y a aussi par exemple le retournement du stigmate que je trouve aussi hyper intéressant, et qui le repensent du coup, qui repensent ces concepts à l'aune de leur situation de personnes handicapées. Donc par exemple dans la question de retournement du stigmate,
qui à la base du coup était queer. Donc c'est l'idée de comment on passe de la honte à la fierté. Donc ça a été un thème souvent abordé par la communauté queer, comment on transforme l'insulte, la honte en une revendication de fierté. On retrouve ce phénomène en fait dans le mouvement CRIP, en utilisant justement la question du handicap, comment on passe de la honte à la fierté dans un système validiste. Et cette question-là, je ne vous l'ai pas posée tout à l'heure, mais quand vous parlez de queeriser le handicap, est-ce que ça veut aussi dire que les personnes en situation de handicap sont davantage assignées à des normes hétéros et des normes cis? Et est-ce que queeriser le handicap, c'est aussi accepter que les personnes porteuses de handicap puissent être queer? Oui, par exemple, le dévalideux, parce que du coup, je n'ai pas trop parlé des dévalideux, c'est un peu aussi le cœur de notre collectif. C'est non seulement, bien sûr, les questions antivalidistes, hein, évidemment, mais c'est pas que ça. C'est qu'on est un collectif qui s'intéresse aussi, au même titre du coup que les questions antivalidistes, aux questions féministes et queer. Parce que justement, donc notre collectif, il est en non-mixité. Donc ça veut dire pas de personnes valides, mais aussi pas d'hommes cis hétéros. Donc du coup, c'est l'idée de mettre en avant aussi toute la communauté de personnes handi queer qui, en effet, existe. Allez-y, puis après, je poserai ma question. Je finis comme ça, après, je vais pouvoir y aller. Charlotte, vous rappelez aussi dans vos ouvrages que dans l'imaginaire commun, les personnes handicapées n'auraient pas de sexualité. Et peut-être même qu'on pourrait... c'était les femmes handicapées n'ont pas de sexualité, et peut-être même qu'on peut l'élargir aux hommes également. Votre livre, c'est aussi un combat pour que ces idées reçues s'arrêtent et pour que justement on parle de cette sexualité qui est considérée comme taboue parce qu'elle est imparfaite et qu'elle est repoussante aux yeux du validisme. Oui, après c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure du coup sur la question à la fois de la monstruosité, du rejet de la sphère de la beauté, de la sexualité, de la désirabilité qu'on nous apprend dès le plus jeune âge. Après, comme j'avais un peu précisé, la sexualité, elle recouvre divers domaines. Donc du coup, il y a la question des dévots que j'ai évoquée aussi qui touche la sphère de la sexualité des femmes en situation de handicap. Mais voilà, du coup, oui, c'est forcément une sphère très impactée par le système validiste. Et c'est tellement vrai que cette construction fait même faire des bêtises à certains, ce qu'on connaît bien pour les étudiants en médecine, par exemple, ou en santé, c'est de se dire, si j'ai en face de moi une femme en situation de handicap, la question de la sexualité, elle n'est même pas abordée dans la relation de soins, parce que par une construction sociale ou ainsi de suite, l'étudiant va se dire, cette personne n'a pas de sexualité. C'est surtout ça aussi qu'il faut pouvoir déconstruire, ce que vous dites bien, de se dire, il ne faut pas avoir de stigmatisation, d'idées préconçues sur ces éléments-là. Il y avait une des dévalideuses qui avait raconté ça, où justement elle faisait une visite médicale dans le cadre de son travail et que le médecin lui avait dit la question de votre vie sexuelle on passe parce que de toute façon vous n'en avez pas. Alors qu'en fait elle était mariée et voilà, elle a une vie sexuelle, mais le médecin lui a même pas demandé si elle avait une vie sexuelle ou pas. Il est parti du principe qu'elle n'en avait pas. Où il y a aussi une autre militante des dévalideuses qui elle avait évoqué sur son blog le fait que le médecin lui avait prescrit directement la pilule parce que surtout il ne fallait pas qu'elle prenne le risque de tomber enceinte, alors qu'en plus elle n'avait pas du tout l'intention d'être enceinte, et que voilà, mais qu'elle s'était vue imposer ça d'une façon hyper violente. Donc oui, il y a beaucoup de témoignages qui vont dans ce sens-là. Oui, et ça fait probablement partie de ce qu'on se disait tout à l'heure sur la difficulté d'accès aux soins, notamment de prévention pour la santé sexuelle, et des choses qu'on doit pouvoir, nous, alors je le prends pour moi en tant qu'enseignant en médecine, essayer de déconstruire avec nos étudiants, de dire qu'il n'y a pas ni de stigmatisation à avoir, ni de préjugés, c'est une construction et qu'il y a toutes les questions à poser. Ouais. Parce que
Ce que vous dites là comme exemple, je peux vous en citer plein Ah bah oui, mais moi aussi, de patientes, je vois bien. Moi, je me suis un peu intéressée aussi pour aller un peu plus loin aux questions d'antiparentalité, parce que moi, je suis moi-même maman, et j'ai recueilli du coup des témoignages aussi à travers l'association du même nom à laquelle je participe, et on a eu des témoignages d'une extrême violence, de médecins qui disaient à leurs patientes qu'il fallait avorter, qu'elles allaient coûter trop cher à la sécurité sociale, enfin des choses hyper violentes, clairement. J'ai une question, puis après on finira pour pouvoir laisser quelques questions dans la salle. C'est plus une question qui va, moi, en vous écoutant à chaque fois, actuellement la mode c'est plutôt de mettre du inclusif partout. Et je voulais juste avoir un peu votre vision par rapport à ce que vous pouvez écrire, à ce que vous pouvez faire comme recherche de cette société qu'on nous vend comme inclusive. Bon, après, moi, je pars du principe que de toute façon, c'est à la société de s'adapter aux gens et pas aux gens de s'adapter à la société. Donc ça, pour moi, c'est un leitmotiv depuis que je suis mes débuts militants, parce que c'est justement ce que j'ai pu... depuis que je milite, ça fait longtemps maintenant, ça fait presque 20 ans. Comme je raconte dans le livre, moi, si j'ai commencé à militer, c'est parce que je ressentais beaucoup de colère, en fait, par rapport à la façon dont j'étais traitée dans la société. À l'époque, on ne parlait pas du tout de validisme et de système validiste. Donc on parlait de discrimination vis-à-vis des personnes handicapées, de stigmatisation, voilà. Mais c'est vrai que c'était encore vraiment les balbutiements de toute cette pensée-là qui existait. Déjà, en Angleterre, par exemple, où j'ai eu la chance à cette époque d'aller plusieurs fois et où à chaque fois je me disais, mais pourquoi on ne parle pas de tout ça en France, quoi. En fait, c'était des choses qui organisaient en fait ma pensée, enfin ce que je ressentais était organisé comme ça dans des livres, dans des discours par des militantes, et ça s'arrêtait à la frontière. En France, on restait incapable de recevoir tout ça, donc c'était hyper frustrant, et je me suis dit, mais en fait, et pas que moi, beaucoup de militantes et militants que j'entends encore aujourd'hui, j'en parlais encore avec Chiara l'autre fois, c'est qu'on a payé cher, en fait, de devoir s'adapter à la société. On a souvent mis notre corps à rude épreuve pour pouvoir aller à l'école, pour pouvoir aller aux fêtes de nos amis, pour pouvoir aller travailler. On a payé très cher, notamment physiquement et aussi psychologiquement, et qu'aujourd'hui, on ne veut plus ça, en fait. On milite justement parce qu'on veut imposer, en tout cas, on veut dire déjà qu'on existe et que c'est pas à nous, justement, de nous sacrifier pour des idéaux sociaux sur lesquels on ne croit pas, et que nous, on veut une autre société, une société différente, qui justement soit à l'écoute de tout le monde et à l'écoute, du coup, de nos besoins à nous. J'ai une question juste par rapport à quand vous arrivez dans le milieu anglo-saxon là, et que vous découvrez tout un champ. Est-ce que vous ne pensez pas aussi que la difficulté dans le monde francophone, c'est qu'on a toujours eu du mal à traduire ce qu'on appelle les disability studies, à traduire le care, le cure en français? Est-ce que ça ne vient pas de là aussi? Oui, après, c'est aussi une question qu'on me pose, pourquoi en France on est en retard, entre guillemets, sur la lutte antivalidiste, surtout par rapport au monde anglo-saxon. Après, j'idéalise pas non plus, il y a aussi des gros points, des problématiques, que ce soit aux États-Unis ou en Angleterre. Mais en tout cas, au niveau théorique, c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup de choses qui sont faites outre-Atlantique ou en Angleterre. Après, je ne sais pas si c'est le fait aussi, par exemple, que dans les universités en France, il y a une difficulté à lier justement théorie et militantisme, ce qui n'est pas forcément le cas dans les universités états-uniennes ou anglaises, où on accepte beaucoup plus facilement le savoir militant, qu'on ne part pas de l'idée comme en France que tout doit être universel et que tout doit être objectif.
Voilà, en France, moi je l'ai expérimenté beaucoup quand je faisais ma thèse, c'est qu'on me reprochait justement en tant que militante de ne pas être objective. Bon, après, il y a justement notamment des féministes qui ont expliqué que l'objectivité masculine, blanche, hétérosexuelle, valide n'était pas forcément l'objectivité. Mais bon, ça reste un discours encore pas toujours bien reçu en France. Donc voilà, je ne sais pas, c'est sûrement une explication, après c'est sûrement pas la seule, mais voilà. Merci beaucoup. Elisa, merci beaucoup. Je sais que vous avez quelque chose à 7h30 et que vous n'aviez même pas prévu de faire cette interview avec moi. Je vous remercie. Merci beaucoup. De Radio Campus. Ce que je vous propose, c'est de vous passer la parole dans le public. Alors pour ceux qui sont sur YouTube, ils ne voient pas le public, mais il y a au moins 200 personnes, donc je vais essayer de me déplacer partout. Et donc, s'il y a des questions pour Charlotte, je vais me déplacer et vous amener le micro. Bonsoir Charlotte. Tout d'abord, merci pour votre travail. Vous avez... déjà, je m'excuse, j'ai pas lu votre ouvrage, mais j'y manquerai pas. Je ne sais pas si vous l'évoquez dedans, justement, comme vous avez évoqué au début de la conférence, de personnes valides pouvant potentiellement subir le validisme. Alors, vous avez parlé assez rapidement des personnes qui subissent des discriminations grossophobes, qui pouvaient être à la frontière entre personnes valides et personnes en situation de handicap. Mais c'est vrai que de personnes valides qui pouvaient subir le validisme, ça m'a intrigué un petit peu que vous évoquiez ça. Après, l'idée, c'est que le validisme, voilà, il est partout. Je pense qu'il impacte tout le monde à des degrés divers, bien sûr. Hein. Évidemment, on ne va pas toutes et tous être impactés de la même façon. Mais en tout cas, il structure la société. Donc, par exemple, une personne qui porte des lunettes, on cite souvent cet exemple, quand elle n'a pas ses lunettes et qu'elle ne voit plus rien, et que du coup, je sais pas, on va lui demander de faire un truc et qu'elle ne pourra pas, ça peut être perçu comme du validisme. Alors bien sûr, c'est pas la même chose c'est pas aussi important que quand à l'hôpital, pendant le Covid, on vous refuse en réanimation parce que vous ne pouvez pas vous lever tout seul de votre lit et manger tout seul, et voilà. Encore une fois, le validisme, il a des degrés divers, mais voilà, c'est aussi ça le validisme, hein. Ça impacte aussi des gens qu'on ne considère pas forcément comme handicapés, mais c'est l'idée de capacité, parce que aussi on parle souvent de pas souvent justement, mais de capacitisme pour parler de validisme. C'est un autre mot qu'on emploie, pas beaucoup en France, mais par exemple on l'emploie beaucoup plus au Canada, enfin au Québec. Au Québec, on parle de capacitisme. Et des fois, je trouve ça plus intéressant. En France, voilà, c'est le validisme qui a plus emporté le suffrage. Mais je trouve que la notion de capacité, elle est vraiment très importante dans la compréhension du validisme. Donc du coup, capacitisme, c'est assez intéressant. Mais du coup, voilà, ça peut être des capacités très diverses, plus ou moins fortes, entre guillemets. Mais du coup, oui, ça peut toucher... une personne qui, a priori, n'est pas considérée comme valide, comme handicapée. Après, je sais que des fois, ça perturbe aussi les gens, y compris les gens handicapés, quand on a un discours comme ça, de dire le handicap peut être partout, peut être chez tout le monde. Parce que, en fait, moi, ce que j'ai remarqué dans les mouvements militants, et pas forcément que liés au handicap, mais du coup, forcément... je me suis plus intéressée à ce cas-là, c'est qu'il y a un temps en fait où on a vraiment besoin d'affirmer une identité, parce qu'en fait, comme on est stigmatisé, opprimé, annihilé, l'existence est niée, donc on a besoin comme ça d'un temps où on s'affirme identitairement et qui aussi du coup fait qu'on acquiert des droits. Voilà, c'est tout un mouvement aussi autour des droits civiques. Mais après, dans un second temps, ça peut être assez longtemps après, on observe aussi que la fixation des catégories comme ça, elle peut aussi être très néfaste et exclure aussi beaucoup de gens qui du coup aussi
pose des questions sur comment on veut vivre, quelle société on veut, comment on considère les corps dans notre société, les capacités. Parce que quand on parle de capacité, on parle de productivité aussi dans notre société capitaliste. Voilà, je l'ai évoqué très brièvement, mais pour moi, le capitalisme, c'est un élément majeur dans la construction du système validiste. Parce qu'il y a toute la question de la productivité, de la rentabilité, voilà, de la flexibilité, etc. Et donc, quand on sort de ces cases, alors encore une fois, avec des degrés divers, des fois on en sort un petit peu, des fois un peu plus, des fois énormément, qu'est-ce qui se passe en fait? Et justement, est-ce que nous, en tant que militantes antivalidistes, on cautionne ces systèmes en disant c'est aux personnes handicapées d'être plus productives? Ou est-ce qu'au contraire, on ne se dirait pas, en fait, ce système capitaliste notamment, il est néfaste pour nous, et pas que pour nous, pour tout le monde en fait. Pour tout le monde, parce que même les personnes valides, elles peuvent être confrontées à ce manque de productivité, à ce manque de rentabilité. Et est-ce que c'est vraiment la société qu'on veut, la société qui exclut les personnes dès qu'elles sont plus rentables et productives? C'était très complet, je vous remercie. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? En fait, moi, j'ai 2 questions. La première, et je ne vais pas dire est-ce que, mais comment est-ce que vous avez vécu le validisme au cours de vos études? Comment ça s'est manifesté? Voilà. Et la deuxième question, c'est dans votre collectif, est-ce qu'il y a des femmes qui sont passées d'un monde à l'autre, c'est-à-dire qui étaient valides et qui sont devenues en situation de handicap, et quels échanges ça génère au sein de votre collectif, s'il y en a? Alors, la première question, c'était sur le validisme pendant mes études. Bon, là, voilà, si vous voulez vraiment un détail complet, je vous invite à lire mon livre parce que j'en parle pas mal dedans. Parce que c'est difficile d'en parler comme ça succinctement. Mais le validisme, en plus, moi j'ai bientôt 38 ans, donc mes études, ça commence à remonter un petit peu, même si j'ai traîné pas mal et que du coup j'ai arrêté assez tardivement. Mais bon, si je remonte à la primaire, au collège, au lycée, j'en parlais encore une fois avec Chiara, mon amie militante antivalidiste, et quand je disais on a payé cher, des fois souvent même, l'envie de s'intégrer dans la société, c'est notamment à l'école. Moi à l'école je n'avais pas d'aide, aucune aide. Donc en fait c'était du bricolage. C'était les autres enfants qui m'aidaient à sortir mes cahiers, à enlever mon manteau en hiver ou à le remettre. Donc ce qui voulait dire aussi des fois que c'était pas fait et que je gardais mon manteau toute la journée. Voilà, il fallait négocier un passage aux toilettes avec une surveillante, ou après d'ailleurs on avait arrêté puisque du coup je rentrais chez moi le midi pour le temps du repas et du coup du passage aux toilettes. Mais voilà, c'était un autre temps encore, en plus, où il n'y avait pas d'obligation de scolariser les enfants dans les écoles de quartier. Donc moi, à l'époque, j'habitais à Paris. Mais bon, comme je l'ai dit, à Paris, on avait de la chance parce qu'il y avait beaucoup d'écoles. Et que du coup, s'il y en a une qui ne voulait pas de moi, on pouvait aller ailleurs, ce qui s'est passé d'ailleurs. Mais du coup, j'imagine que dans des lieux plus isolés où les écoles sont beaucoup moins nombreuses, si les professionnels de l'école refusaient l'élève, ça voulait parfois dire devoir faire beaucoup de kilomètres pour aller dans une autre école, donc beaucoup de fatigue en plus. Voilà, c'était pas mon cas encore une fois, mais le validisme c'est tout ça. Et puis c'est aussi après quand on arrive un peu plus tard au lycée, les difficultés de sociabilisation, tout ce qu'on a évoqué avec Elisa autour des relations amicales et amoureuses. Le validisme, c'est... Je pensais peut-être un peu plus à vos études supérieures. Mes études supérieures, c'était pareil. Ouais. Mes études supérieures, j'ai eu aucune aide non plus. Donc, c'est un peu la même chose, quoi. Et du coup, la deuxième question, c'était...
Sur le collectif. Ah oui. Oui. Vous avez retrouvé la question, c'est bon? Oui. Alors, quand vous avez posé la question, j'ai pensé à une militante qui n'est pas des valideuses, mais qui est dans un autre collectif anti-validiste très connu qui s'appelle Le Clé, qui s'appelle Elena Chamorro. Elena Chamorro, c'est une femme handicapée qui a eu un accident de voiture. En fait, je sais pas, un accident. Quand elle avait, je sais pas, une vingtaine d'années, je sais pas exactement. Mais en tout cas, elle parle souvent de ce passage, justement, entre la validité et le handicap. Et elle tient un blog sur Mediapart, notamment, où elle parle beaucoup de cette question-là, justement. Elle explique, en fait, cette obligation, assignation à devoir sortir de son fauteuil, à devoir remarcher, alors qu'elle explique qu'en fait, c'était pas forcément... son objectif c'était juste de retrouver une vie de qualité, de pouvoir apprendre à vivre avec son fauteuil, de pouvoir apprendre à se débrouiller avec son fauteuil. Mais marcher en soi, c'était pas forcément... Remarcher, c'était pas forcément en soi son objectif. Et elle évoque beaucoup ce passage-là entre le monde de la validité et du handicap. Merci beaucoup. Oui, bonsoir et merci Charlotte pour cette intervention éclairante et inspirante, qui nous dit bien que la lutte anti-validiste n'est pas seulement une lutte contre une discrimination particulière, mais un combat pour une transformation de notre monde, en fait, de notre société, et qui nous concerne toutes et tous. Ma question, elle était de rebondir sur un mot que vous avez lâché, puis après vous êtes passé à autre chose, qui est le mot handicide, et qui me semble recouvrir une réalité à la fois méconnue et en même temps spécifique. Alors, quelle réalité ça recouvre? Et puis qu'est-ce qu'on peut faire de ce mot? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut rendre tangible cette réalité sociale et la connecter avec dans le continuum de la violence qui est faite aux personnes en situation de handicap? Merci. Alors, ce mot-là, justement, on a décidé à l'Handitech, du coup, le média social qu'on a créé avec Caracan sur Instagram, on l'a mis en lumière, comme je disais, il y a quelques semaines, suite à un événement dont les journaux ont parlé, qui était du coup le meurtre d'une jeune femme en situation de handicap par son père. Je ne sais pas si je racontais en détail toute cette histoire. Mais nous, notre but, en tout cas, c'était de montrer que dans notre société validiste, on tuait les gens parce qu'ils étaient handicapés. C'est ça. C'est la raison qui justifie le meurtre, c'est le handicap. Et en fait, ce qu'on a découvert aussi en s'intéressant un peu à cette question, c'est que socialement, c'est un phénomène qui est relativement bien accepté. C'est-à-dire qu'on a lu des articles où c'était... un des articles qu'on a lu recensait les cas de nous, ce qu'on appelle handicide ces dernières années, et qu'en fait, toutes les peines de prison étaient avec sursis. Que le fait que ce soit une personne handicapée qui soit tuée était considéré comme une circonstance atténuante. Et en fait, du coup, tout ça nous a interrogés sur la considération sociale, encore une fois, qui était faite des vies des personnes handicapées. Parce que, en fait, sans stigmatiser forcément les familles qui sont souvent dans une très grande détresse, on le conçoit tout à fait, mais est-ce que du coup, on ne s'intéresse pas quand même à ce que produit la société? C'est-à-dire, pourquoi la société n'aide pas ses familles? Pourquoi la société décide de laisser ses familles sans aide économique, financière, humaine, etc. Et que quand le pire arrive, on dit, ok, c'était pas si grave. Voilà, c'est toutes ces questions qu'on a pensées à travers notre fiche sur l'handicide à l'Handitech, que je vous invite à consulter si vous voulez en savoir plus sur Instagram. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais vous remercier, Charlotte, de votre intervention. Remercier l'Université d'Angers pour l'organisation de ce temps, de ce mois. Et je conclus donc. Comme je n'ai pas de direct de prompteur, je ne sais pas si on est encore en direct sur YouTube. En tout cas, je vous remercie beaucoup.
Merci à vous.